Le soleil de fin d'après-midi étendait ses doigts dorés sur la route de campagne sinueuse tandis qu'Emily Collins rentrait de l'école. À seulement 9 ans, elle avançait avec la résilience tranquille de quelqu'un qui avait déjà surmonté plus d'épreuves que la plupart des enfants de son âge. Son sac à dos, effiloché aux coutures et chargé d'un livret corné et d'un petit ensemble d'outils enveloppés dans du tissu ou un vieux cadeau de son oncle Mathieu pesait lourdement sur ses épaules étroites. Émilie fredonnait, donnant nonchalamment des coups de pied dans les pierres au bord de la route, lorsqu'un éclat de métal poli attira son regard. Une Mustang noire rutilante était garée près du fossé, le capot grand ouvert comme un animal blessé. Elle n'était pas là ce matin-là. À côté, arpentant la rue à toute allure dans un costume de créateur impeccable, se tenait un homme visiblement décalé dans ce coin rural de la banlieue parisienne. Un téléphone était collé à son oreille. « Je me fiche de la réunion que je rate », rétorqua-t-il d'une voix crispée par l'exaspération. « Je suis bloqué sur la D16 avec une voiture qui refuse de démarrer, et apparemment, aucun mécanicien ne sera là avant des heures. » Émilie ralentit le pas, la curiosité piquée. De là où elle se tenait, elle distinguait le scintillement d'une montre de luxe à son poignet tandis qu'il faisait un geste brusque. Son costume sur mesure à lui seul devait coûter plus cher que ce que son oncle gagnait en un mois. Il raccrocha avec un soupir de défaite et glissa le téléphone dans sa poche, fixant le moteur comme si son regard seul pouvait le réparer. Son impuissance réveilla en Émilie un besoin profond d'aider. Son oncle lui disait souvent, « La connaissance ne sert à rien si vous ne l'utilisez pas pour aider quelqu'un dans le besoin. » « Excusez-moi, monsieur, dit-elle doucement en s'approchant de la Mustang. Vous avez un problème de voiture ? L'homme se retourna, surpris. Son expression passa de l'irritation à la perplexité en voyant la petite fille couverte de poussière devant lui. À 35 ans, Jacques Renard était un titan dans le monde impitoyable de l'immobilier parisien. Impitoyable, craint, admiré. Mais à présent, il se tenait impuissant devant un moteur en panne, face à un enfant. « Ce n'est qu'un petit souci, dit-il avec un sourire crispé. Tu devrais probablement rentrer. » Émilie haussa les épaules et s'avança. « Mon oncle est mécanicien. Je m'y connais un peu. » Jacques rit. « C'est adorable. Mais c'est un véhicule haute performance. Il faudra peut-être un vrai expert. » Elle ignora son doute et posa calmement son sac. Un professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut observer. Sans attendre la permission, elle se pencha au-dessus du moteur, veillant à ne pas laisser son uniforme effleurer les parties graisseuses. Jacques, d'abord amusé, observa bientôt avec une stupéfaction croissante son expression sérieuse et concentrée. « Depuis combien de temps est-ce que ça fait des siennes ? Demanda-t-elle d'un ton clinique. « Il y a une vingtaine de minutes. » Le moteur a surchauffé, puis s'est arrêté. Elle hocha la tête, le regard scrutant. « Ça sentait bon, comme du sirop. » Jacques cligna des yeux. « Oui, en fait. »« Comment as-tu ? » ?»« C'est le système de refroidissement, » coupa-t-elle en désignant une petite flaque sous la voiture. « Il y a une fuite de liquide de refroidissement. C'est pour ça qu'elle a surchauffé. » Il fixa la flaque, puis elle. « Quel âge as-tu ? » demanda-t-il, encore abasourdi. « 9, » répondit-elle en ouvrant déjà son sac. « Je crois que j'ai quelque chose qui peut m'aider pour l'instant. Mon oncle me fait porter une trousse de secours. » Tandis qu'elle fouillait dans ses affaires, Jacques l'observa enfin attentivement. Petite et nerveuse, son regard vif et brillant exprimait une sorte de connaissance qui lui semblait bien plus vieille que son âge. Ses vêtements étaient rapiécés mais propres. Une tache de graisse marquait une joue. Ses cheveux blond miel étaient attachés en une queue de cheval ébouriffée. « Tiens, » dit-elle fièrement en brandissant un rouleau de ruban adhésif résistant et un sachet de mastic. « Ça pourrait arrêter la fuite assez longtemps pour te permettre d'aller au garage. » D'une main prudente, elle localisa la durite de radiateur fissuré et appliqua le ruban adhésif et le mastic avec une aisance experte, racontant chaque étape comme si c'était lui qui la prenait. Jacques ne put que regarder, silencieux. « C'est fait, » dit-elle en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Attends 10 minutes avant de démarrer. Et ajoute de l'eau pour remplacer la fuite. » Il suivit ses instructions, versant des bouteilles d'eau dans le radiateur depuis son coffre, sous sa surveillance, les bras croisés, le visage sérieux. Il sourit presque malgré lui. « Au fait, je m'appelle Jacques, » dit-il maladroitement en lui tendant la main. « Jacques Renard. »« Emily Collins, » répondit-elle en lui serrant fermement la main. « Enchanté, monsieur Renard. » Mais au contact de leurs mains, Jacques remarqua quelque chose.
Un éclair rouge à son doigt, une bague en rubis, trop grande pour sa main, maintenue par une boucle de fortune. Quelque chose en lui vacilla. Sa vue réveilla des souvenirs auxquels il n'avait pas accès. C'est une bague intéressante, dit-il, la voix plus basse maintenant. Émilie baissa les yeux. C'était celui de ma mère. Elle m'a dit que c'était le symbole d'une promesse. Elle est décédée l'année dernière. Je suis désolé, dit instinctivement Jacques, même si son esprit s'emballait. Pourquoi cette bague lui frappait-elle comme un fantôme du passé? Pourquoi lui serrait-elle la poitrine d'une émotion si inattendue? Le moteur tourna doucement, mettant fin à ce moment. Émilie rayonnait. Jacques, quant à lui, restait distrait, hanté par le sentiment que quelque chose de plus grand venait de se mettre en branle. « Laisse-moi te raccompagner », proposa-t-il soudain. « C'est le moins que je puisse faire. » Émilie hésita, puis hocha la tête. « Merci, monsieur Renard. C'est très gentil. » Ils s'éloignèrent du bord de la route, ignorant que cette brève rencontre allait réveiller des vérités enfouies depuis 15 ans, ébranler des secrets de longue date et se répercuter sur des vies puissantes avec des conséquences que personne ne pouvait encore imaginer. Tout au long du trajet, Jacques ne cessait de contempler la bague en rubis. Chaque fois que la lumière du soleil frappait ses facettes, son esprit s'illuminait de visions lointaines, presque perdues. Finalement, il parla. « Cette bague, elle est très spéciale. Ta mère t'a-t-elle déjà dit où elle l'avait eue ?» Émilie tourna la bague d'un air absent. « Pas vraiment. Juste que quelqu'un d'important la lui avait confiée pour qu'elle la garde précieusement. Et qu'un jour, je comprendrai son importance. » Jacques serra plus fort le volant, les jointures pâles. « Ça te dérangerait si je regardais ça de plus près une fois qu'on sera arrêté ?» Elle hocha la tête sans hésitation, sentant quelque chose de non dit dans sa voix. Arrivée à son immeuble, elle retira la bague et la lui tendit. Le fil glissa légèrement. Jacques la prit dans sa paume, et le temps sembla s'arrêter. Le rubis scintilla dans la lumière mourante, serti d'un filigrane antique qui réveilla quelque chose de profond en sa mémoire, quelque chose d'incomparable. De minuscules vrilles de feuilles et de cordons entrelacés formaient, si vous regardiez attentivement, les initiales d'Olivia Fox. Il la murmurait, à peine audible. « Quoi » demanda Émilie. Jacques fixait la bague, perdu dans un flot de souvenirs. Il y a exactement 15 ans, cette bague appartenait à une petite fille du foyer des Enfants du Soleil. Elle s'appelait Liliane. Il se tourna pour rencontrer le regard d'Émilie, sa voix basse, presque respectueuse. « J'ai promis que je reviendrais la chercher. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Soleil, c'est un nom que maman prononçait parfois dans son sommeil. Elle en faisait des cauchemars. Jacques lui rendit prudemment la bague. « Ta mère, Sarah Collins, elle travaillait là-bas. Peut-être comme infirmière ?» Émilie hocha lentement la tête. « Elle me l'a confirmé avant de m'adopter. Je n'avais que 2 ans à l'époque. Je ne me souviens de rien. » L'esprit de Jacques tourbillonnait dans un tourbillon de connexions impossibles, la bague, la chronologie, l'étrange coïncidence de sa rencontre avec Émilie. Tout semblait trop parfaitement placé, trop étroitement lié. Émilie, Isink. Il hésita. La vie de cet enfant était déjà assez compliquée. Il ne voulait pas ajouter des théories farfelues au poids qu'elle portait déjà. « Je pense que l'histoire de ta mère est peut-être plus complexe que tu ne le penses, » dit-il doucement. « Et peut-être plus complexe que la mienne aussi. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement et un homme d'une 40aine d'années entra, le visage gravé d'inquiétude, visiblement soulagé. « Émilie. Où étais-tu ? Tu es en retard d'1 heure, j'allais t'appeler. » Il s'arrêta lorsqu'il aperçut la voiture de luxe de Jacques garée à l'extérieur et le costume sur mesure qu'il portait. « Oncle Mathieu, voici monsieur Renard, » dit rapidement Émilie. « Sa voiture est tombée en panne et je l'ai aidé à la réparer. Il m'a reconduite chez moi. » Mathieu Collins regarda Jacques de haut en bas avec le regard méfiant d'un homme qui avait appris à ne pas se fier trop facilement aux apparences. « C'est très gentil de votre part, » dit-il d'une voix polie mais prudente. « Émilie a un vrai don pour les moteurs, » dit Jacques en lui tendant la main. « Elle est exceptionnelle. Elle m'a sauvé la mise aujourd'hui. » Puis, après une pause, il ajouta, « J'aimerais bien vous parler à tous les deux un de ces jours. » De la mère d'Émilie et de l'endroit où elle travaillait. Le visage de Mathieu se durcit. Pourquoi un homme comme toi s'intéresserait-il à ça? Jacques fouilla dans la poche intérieure de sa veste et lui tendit une carte de visite. C'est une longue histoire.
Mais je pense qu'elle pourrait nous concerner tous. Tandis qu'il regardait Jacques s'éloigner, la bague en rubis parut soudain plus lourde aux doigts d'Émilie. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que sa vie venait de basculer. Les mains légèrement tremblantes, Jacques inséra sa carte dans l'ascenseur privé de sa tour parisienne. Cette brève rencontre avec Émilie avait ouvert des portes de sa mémoire qu'il avait enfouies pendant des années, enfouies sous les acquisitions d'entreprises, les conseils d'administration et les fusions. Alors que l'ascenseur montait jusqu'au 52e étage, Jacques ferma les yeux. Il n'était plus un PDG, mais un petit garçon effrayé de nouveau à 7 ans, debout dans le couloir de marbre froid de la résidence Fox, entendant son père adoptif dire sévèrement à Olivia. Ce garçon a besoin de discipline, pas d'indulgence. Il nous remerciera quand il dirigera l'entreprise. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Jacques sortit dans le vaste et élégant appartement. Il se dirigea vers le bar, se servit un verre et ne remarqua Victoire que lorsqu'elle s'éclaircit la gorge. « Voilà, dit-elle, posée dans sa robe de créateur. Léandré m'a appelé 2 fois, a-t-elle ajouté, à propos de la fusion et du mariage. Les fleurs attendent toujours votre approbation. » Jacques l'entendit à peine. Son esprit était loin, hanté par l'image de la bague en rubis. « Victoire, murmura-t-il. T'ai-je déjà parlé du foyer des enfants du soleil ? » Son sourcil parfaitement sculpté s'arqua. Cette œuvre caritative qui obsédait ta mère, il y a des années ? Pourquoi est-ce que ça aurait de l'importance maintenant ? Jacques ne répondit pas. Il se dirigea vers son bureau et en sortit une petite boîte en bois cachée derrière ses trophées. À l'intérieur se trouvait une photo délavée, la seule qu'il possédait de Liliane. On y voit une jeune fille aux yeux brillants lui tenir la main dans la cour de l'orphelinat. Il n'était alors qu'un adolescent, s'introduisant discrètement après le couvre-feu, défiant l'ordre de son père. « J'ai promis que je reviendrai, murmura-t-il. De l'autre côté de la ville, Émilie était assise à la petite table de la cuisine tandis que son oncle Mathieu préparait un dîner simple. L'air était chargé de pensées non exprimées. Pourquoi un homme riche s'intéresserait-il à l'ancien lieu de travail de maman, demanda Mathieu, feignant la désinvolture. Émilie fit tourner la bague en rubis entre ses doigts. Il la reconnut. Il a dit qu'il en avait offert une identique à une fille nommée Liliane, de la Maison du Soleil. Mathieu se figea, le couteau dans sa main suspendu dans les airs. Ta mère ne parlait jamais beaucoup de cet endroit, dit-il finalement. Juste qu'il a fermé subitement. C'est à ce moment-là qu'elle t'a adopté. Émilie sortit un vieux carnet de son sac à dos. Après la mort de maman, j'ai trouvé ça. Son journal. Elle y avait écrit sur des papiers à la banque, et une vérité qui devait être révélée. Elle leva les yeux vers lui. Tu crois que ça a un rapport avec Monsieur Renard ? Les yeux de Mathieu s'assombrirent. Je ne sais pas. Mais les hommes comme lui, ils ne se présentent pas sans raison. Pendant ce temps, Jacques était assis devant son ordinateur portable, connecté au serveur privé du Fox Development Group. Il tapa « Enfant du soleil ». Le résultat lui glaça le sang. Les archives montrent que son père avait acheté le terrain de l'orphelinat 15 ans auparavant, quelques semaines seulement après la dernière visite de Jacques. Les documents officiels font état de difficultés financières à l'origine de la fermeture. Mais plus profondément dans les dossiers, il a trouvé autre chose. Une note confidentielle révéla la vérité, Richard Renard avait exercé des pressions politiques pour fermer l'orphelinat, invoquant des infractions opportunes au code de la construction. Le plus accablant était une note manuscrite. Tous les fils ont été retirés. Les transferts ont été effectués. Il ne reste plus aucun document. Jacques se pencha en arrière, le souffle court, le poids de ses souvenirs s'écrasant contre la vérité. Qu'avait fait son père ? Et pourquoi Emily Collins portait-elle désormais la bague de Liliane ? À l'aube à Paris, 2 personnes, Jacques dans son appartement en attique et Émilie dans sa modeste maison, restaient éveillées avec les mêmes questions, ignorant à quel point leur vie était déjà étroitement liée, et à quel point la recherche de réponses allait devenir dangereuse. Jacques sortit de la douche, l'eau chaude ne parvenant guère à apaiser la tension dans sa poitrine. La vaste salle de bain en marbre brillait comme un palais, mais elle semblait froide, stérile, à l'image de la vie qu'il avait construite autour de lui. Il essuya le miroir, regarda son propre reflet et reconnut à peine l'homme qui le regardait en retour. De la chambre venait la voix de Victoire. « Jacques, mon chéri, les Lessen ont confirmé le dîner de ce soir. Ton père veut coordonner l'annonce de la fusion avec notre mariage. » Jacques ferma les yeux. Le mot mariage frappa comme un coup. Leur fiançailles avait fait la une des journaux,
surnommée l'union de la royauté immobilière. Mais personne ne se souciait du fait que ni les mariés ne se soient choisis. Leur famille avait tout orchestré, jusqu'à la taille du diamant qui pesait désormais sur la main de Victoire comme une chaîne. « Je dois d'abord régler quelque chose », appela Jacques depuis la salle de bain, la voix creuse. « Les affaires, toujours les affaires », soupira Victoire. Jacques s'habilla rapidement, boutonna un autre costume impeccable et demanda à son chauffeur de l'emmener aux archives. Il y avait une vérité cachée dans ces dossiers. Et maintenant, après avoir rencontré Émilie, il ne pouvait plus détourner le regard. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu du Queens, Émilie se réveilla avec une odeur d'œuf à la coque. Son oncle Mathieu se préparait pour sa double journée de travail. Le contraste entre son univers et celui de Jacques était on ne peut plus saisissant. Tandis que Jacques vivait au milieu de tours de verre et de panoramas urbains scintillants, son univers était une maison délabrée au plafond taché d'eau et au papier peint délavé. Mais il contenait quelque chose que la richesse de Jacques n'avait jamais possédé, de la chaleur. Des photos de Sarah Collins et d'Emily étaient accrochées au mur, anniversaire, pièces de théâtre à l'école, dîner de Noël. Des souvenirs qui comptaient. « Bonjour, ma petite », dit Mathieu en entrant dans la petite cuisine. « On prépare les œufs. Madame Perrin, la voisine, viendra te voir après l'école. » Il la regarda, étudiant son visage. « Tu penses à l'homme d'hier ? Celui dans la voiture de luxe ?» Émilie hocha la tête distraitement, ses doigts effleurant la bague en rubis. « Il sait des choses. Oncle Matt. Sur ma mère, sur mes origines. » Le visage balafré de Mathieu s'adoucit avec une douceur rare. « Votre mère vous aimait plus que tout, monsieur. Rien ne changera cela. »« Je sais, » murmura Émilie. « Mais tu ne trouves pas ça étrange ? » Il a reconnu la bague. Il savait pour le soleil. Mathieu soupira et jeta un coup d'œil à sa montre. « Écoute, après le travail, on fouillera les affaires de ta mère ensemble. On a peut-être raté quelque chose. » Il prit sa veste en cuir usé et ses clés de voiture. « Fais juste attention aux gens comme Renard. Les riches, ils vivent dans un monde différent du nôtre. » Après son départ, Émilie rouvrit le journal de Sarah. Elle lut les passages qui semblaient autrefois énigmatiques, mais qui étaient désormais chargés d'un sens nouveau. « Je ne pouvais pas la laisser là. Pas après ce que j'ai entendu. Certaines promesses valent tous les risques. Les papiers sont en sécurité maintenant. Quand elle sera assez grande pour comprendre, elle en aura besoin pour retrouver son chemin. » Tout au bout du journal, caché derrière la dernière page, Sarah avait apposé une petite clé. Émilie avait toujours pensé que c'était décoratif, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Cela pourrait révéler bien plus que des souvenirs. Ailleurs, dans les archives froides et stériles du groupe de développement Renard, Jacques était assis seul, entouré de cartons poussiéreux. La plupart des cadres auraient confié cette tâche à un assistant, mais pas Jacques. Il ne confiait à personne ce qu'il cherchait. Des heures passèrent avant qu'il ne le retrouve, un dossier intitulé « Acquisition du soleil ». À l'intérieur se trouvaient des documents de propriété, des demandes de rezonage et une photographie obsédante, l'orphelinat avant sa démolition. Jacques le fixa, le souffle coupé. Ce bâtiment hantait ses rêves depuis plus de 15 ans. Sous la photo, une enveloppe marquée « Erreur personnelle » semblait bourdonner de danger. Il hésita, puis brisa le sceau. Une série de documents confidentiels en sortit, des actes de naissance, des dossiers d'adoption et une liste d'enfants classés par catégorie. À côté de chaque nom, des notes cruelles, potentielles, inadaptées, transférées, cas particulier. Une ligne a été entourée en rouge, Liliane Sullivan, traitement spécial selon la directive RR. Son téléphone vibra. Victoire. Encore un rappel de dîner. Il l'ignora. Les mains tremblantes, Jacques poursuivit sa lecture. Une image troublante se dessinait, une image qui redéfinissait tout ce qu'il croyait savoir. Richard Renard, le patriarche d'un empire immobilier, avait orchestré bien plus que des transactions foncières. Il avait déplacé des enfants comme des pièces d'échecs. L'une d'elles était une fille nommée Liliane, la même fille à qui Jacques avait autrefois offert une bague en rubis. Cette révélation alluma une flamme dans sa poitrine. Quelque chose de brut et de primitif. De la rage. Il vit enfin la vérité, quel que soit le jeu tordu auquel Richard s'était livré, cette Emily Collins était au centre. Et maintenant, Jacques aussi. Aux deux coins de la ville, Jacques et Émilie ont pris la même décision tacite.
Ils avaient besoin de réponses. Quel qu'en soit le prix. Le lendemain, les lourdes portes en bois de la First National Bank s'ouvrirent. Émilie entra avec Mathieu, qui avait quitté le travail plus tôt, trop distrait pour se concentrer après leur conversation. « Tu es sûr que c'est ce que ta mère voulait dire » murmura Mathieu en scrutant le hall en marbre. Banks ne l'avait jamais accueilli avec enthousiasme. Émilie serra plus fort le journal de Sarah. Elle a écrit que la vérité était cachée à First National et nous en avons la clé. Ils s'approchèrent du service client. La responsable examina leurs documents avec suspicion, l'acte de décès de Sarah, les papiers de tutelle de Mathieu et la vieille clé. « C'est très irrégulier, dit-elle en regardant par-dessus ses lunettes. Mais tout semble en ordre. Venez avec moi. Elle les conduisit dans une salle privée bordée de coffres-forts métalliques. Après avoir inséré sa clé passe-partout et la leur, le coffre 1524 s'ouvrit avec un clic. « Je vous laisse un peu d'intimité, » dit la femme avant de sortir. À l'intérieur de la boîte se trouvait une enveloppe en papier craft scellée, une petite boîte en bois et une lettre adressée à Émilie de l'écriture caractéristique de Sarah, « Ouvrez-le lorsque vous retrouvez votre chemin. » Les mains d'Émilie tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Les larmes lui montèrent aux yeux en lisant. Elle le savait, murmura-t-elle. Pendant tout ce temps, elle savait que je n'étais pas celle que je croyais être. La lettre révélait que Sarah avait été infirmière en chef à l'orphelinat du Soleil. Une nuit, elle entendit Richard Renard et le directeur de l'orphelinat discuter d'une enfant prénommée Liliane. Craignant pour la vie de la fillette, Sarah l'emmena et s'enfuit. Ils changèrent de nom, disparurent de Paris et commencèrent une nouvelle vie. Parmi les documents figuraient des papiers d'adoption manifestement falsifiés et un véritable acte de naissance, Liliane Renard, fille d'Olivia et Richard Renard. « C'est impossible, souffla Mathieu. Richard Renard est l'un des hommes les plus riches de Paris. Et vous dites qu'il a abandonné son propre enfant ? » Émilie fixait le certificat, prise de vertige. « Et Jacques, si ce sont ses parents, c'est mon frère. » Mathieu pâlit. « Ton frère, qui t'a retrouvé après toutes ces années ?» La boîte en bois contenait un dernier objet, un extrait du journal d'Olivia Renard. Des notes sur ses actions caritatives, sur la marche, et une phrase manuscrite, « Elle n'a jamais cessé de te chercher. » Au même moment, dans son bureau, perché au sommet de la tour Renard, Jacques parcourait les dossiers des enquêteurs nouvellement arrivés. Sarah Collins avait démissionné de l'orphelinat du Soleil le jour même de la fermeture de l'orphelinat. Sa lettre mentionnait des « préoccupations éthiques ». Mais une note dans son dossier la qualifiait de « suspecte, point peu coopératif et potentiellement dangereux ». Plus effrayant encore, il n'y avait aucune trace de Liliane dans aucun système. Comme si elle avait été effacée de l'existence. Jacques ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en bois familière. À l'intérieur se trouvait une photo de sa mère, Olivia, tenant un bébé dans ses bras. Il l'avait trouvée enfant et ne l'avait jamais comprise jusqu'à maintenant. Au dos, de l'élégante écriture d'Olivia, « Lilian né de mon ange parfait. » L'interphone sonna. « Monsieur Renard, votre père est là. » Jacques a à peine eu le temps de ranger la photo que Richard Fox est entré dans le bureau avec sa présence habituelle et imposante. « Jacques, dit-il en s'asseyant sans y être invité. Victoire m'a dit que tu étais distrait. Une histoire d'acquisition de biens anciens. » L'estomac de Jacques se noua. Comment Victoire a-t-elle su ? Je fais juste un rappel historique, répondit Jacques d'un ton calme. Le projet de la place du Soleil m'a fait réfléchir à ce qui existait avant. L'histoire ancienne est un gâchis, rétorqua Richard. L'avenir de Renard Développement et votre avenir avec Victoire, c'est ce qui compte. Mais pour Jacques, le mot héritage portait désormais un poids tout à fait différent. Une fille nommée Liliane. Une bague. Une vérité enfouie depuis 15 ans. Bien sûr, père, mentit Jacques. Je règle juste quelques détails. Alors que Richard ajustait sa veste et se dirigeait vers la porte, il marqua une pause. Oh, et Jacques, évite le Queens. Rien de bon ne vient jamais de ce quartier. Jacques se figea. Richard était au courant pour Émilie. Sa visite. Le jeu venait de tourner au cauchemar. Et Richard jouait toujours pour gagner. Ce soir-là, Jacques ne rentra pas chez lui. Il s'installa dans un hôtel modeste et passa 3 appels, un détective privé, son avocat personnel et l'appartement d'Émilie. Quand Mathieu décrocha, Jacques ne perdit pas de temps. Il faut qu'on se voie. Pas chez toi. Dans un endroit calme, mais public. Il s'agit de ce que tu as découvert aujourd'hui.
Comment sais-tu qu'on a trouvé quelque chose, demanda Mathieu, méfiant. Parce que j'ai trouvé quelque chose aussi, dit Jacques. Et je pense que nous sommes tous en danger. Dans un restaurant tranquille de Brooklyn, Émilie serrait les papiers de Sarah. À l'arrivée de Jacques, elle n'hésita pas, « Je crois que tu es mon frère », dit-elle sans détour. Jacques hocha la tête. Et Richard Renard, notre père, t'a caché pendant 15 ans. La question est, pourquoi? Mathieu serra Émilie plus fort. La lettre de Sarah mentionnait des dispositions spéciales ou pour Liliane. Tu sais ce que ça veut dire? Jacques avait l'air sombre. Mon père ne fait rien sans motif. Les enfants de l'orphelinat du Soleil n'étaient pas seulement adoptés. Ils étaient triés. J'ai trouvé des dossiers les classant comme des actifs. Pourquoi? Je l'ignore. Mais l'orphelinat a fermé juste au moment où Renard Développement allait entrer en bourse. L'héritage, ajouta Jacques. Les lignées. Richard était obsédé par l'héritage. Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent. Il l'a gardé en renfort. Ou un levier, murmura Jacques. Ou pire. Émilie récupéra la lettre de Sarah. Elle a entendu Richard dire que je devais me préparer pour ma mission. Que quelque chose allait arriver le jour de mes 18 ans. Jacques regarda sa montre. C'est dans moins de 9 ans. Il faut qu'on sache ce qu'il voulait dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demande Mathieu. Nous trouvons des preuves. Des preuves que même les avocats de Richard ne peuvent pas enterrer. Demain, je vois ma mère, Olivia. Elle doit savoir quelque chose. Je peux venir, demanda Émilie. Non, dit Jacques fermement. Trop dangereux. Mais je lui parlerai de toi. Elle n'a jamais cessé de me chercher. Jacques marqua une pause, puis ajouta, un jour, j'ai trouvé une boîte dans son placard. Pleine de rapports de détectives privés. Une serveuse s'approcha avec des boissons chaudes. Jacques jeta un coup d'œil par la fenêtre, une berline noire avait ralenti devant. Nous devons y aller, dit-il brusquement. Ils sortirent par derrière. Mathieu le saisit par le bras. Dans quoi nous as-tu embarqué? La voix de Jacques était froide. La vérité. Et Richard fera tout pour la cacher. Il y eut un long silence avant que Mathieu ne prenne enfin la parole. Tu me dis qu'il pourrait y avoir une autre fille là-bas, une autre enfant qui l'a aidé à se cacher? Je ne sais pas, répondit Jacques, mais j'ai besoin d'accéder au coffre-fort privé de mon père ce soir. Il jeta un coup d'œil. Émilie peut-elle rester en sécurité? Ma cousine du New Jersey, proposa Mathieu. Je vais la prendre maintenant. Mathieu hésita, l'esprit en ébullition. Renard, mon collègue de travail. Daniel, le frère de Sarah, est mort en enquêtant sur le Sun il y a 10 ans. Ils ont dit que c'était un accident de voiture. J'ai toujours trouvé ça suspect, mais Sarah m'a supplié d'abandonner, pour le bien d'Émilie. Jacques sentit un frisson le parcourir. Daniel Collins. J'ai vu son nom dans un rapport de sécurité que mon père conserve sur ses ennemis. Richard suit la famille depuis des années. C'est plus grand qu'Émilie, n'est-ce pas, demanda Mathieu, la voix grave, pleine de prise de conscience. Je pense que mon père manipule des vies depuis des décennies, dit Jacques d'un ton lourd. Et Émilie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce soir-là, lors d'un gala de charité, Jacques saisit sa chance. Muni de sa carte d'accès exécutif, il se glissa dans le bureau privé de son père. Le coffre-fort était caché derrière un portrait de famille, Richard se tenait fièrement avec Jacques et Olivia, sa main posée de manière possessive sur l'épaule de Jacques. Il essaya plusieurs combinaisons. Les dates de naissance de Richard et Shoah. La date de fondation de l'entreprise. Instinctivement, il saisit la date de son adoption officielle. Le cadenas s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, des dossiers soigneusement étiquetés regorgeaient de documents. Jacques travaillait rapidement, photographiant tout, adoption spéciale, recherche génétique, actifs de réserve. Son estomac se retourna. Richard avait orchestré des dizaines d'adoptions dans des orphelinats, sélectionnant des enfants dotés de caractéristiques génétiques et d'un potentiel spécifique. Le dossier le plus effrayant s'intitulait « Twin Study », étude sur les jumeaux, une recherche détaillée sur des jumeaux identiques élevés séparément, étudiant les effets de la génétique par rapport à l'environnement. Puis vint le dossier intitulé « Succession Renard ». Il contenait des preuves accablantes, les projets d'avenir d'Émilie, son programme scolaire,
ses protocoles de conditionnement psychologique et même les interventions médicales prévues pour son adolescence. En bas, un dernier dossier. Intitulé « Emma, un certificat de décès et une photo d'un nourrisson ». De l'écriture soignée de Richard. Aquarius. Échantillon de tissu cryogénique conservé au Centre de recherche médicale Renard. Code d'accès, 7729. Le téléphone de Jacques vibra. Un message de Mathieu, un homme dans une berline noire surveille l'appartement. On est à l'arrière. On est en sécurité. Et vous? Jacques commençait à répondre, lorsque la lumière du bureau s'alluma. Victoire se tenait dans l'embrasure de la porte, sa robe de soirée scintillante du gala. « Je savais que tu cachais quelque chose, dit-elle froidement. « Que fais-tu, Jacques ?» Il glissa le téléphone dans sa poche. « Est-ce que tu comprendrais seulement ?» Elle s'avança, scrutant du regard le coffre ouvert et les dossiers éparpillés. « Essaie-moi. Parce que pour l'instant, je suis ta seule option. Ton père a envoyé son équipe de sécurité à tes trousses il y a 10 minutes. » Jacques étudia son visage à la recherche d'une quelconque tromperie. Ils étaient fiancés depuis des années, un arrangement commercial dont aucun des deux ne voulait. Mais il n'avait jamais vraiment su à qui elle était fidèle. « Pourquoi m'aiderais-tu » Pendant un instant, son sang-froid s'est brisé. « Parce que j'ai vu ce que Richard fait à ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et j'en ai assez d'être un atout de plus dans le coffre de la famille Fox. » Elle jeta un coup d'œil à sa bague en diamant. « Nous avons tous les deux été des pions, Jacques. Je m'en suis rendu compte plus tôt. » Des pas résonnèrent dans le couloir. Jacques n'avait que quelques secondes pour agir. « Mon père manipule la vie des enfants. Il fait des expériences sur des jumeaux. Il fait de la recherche génétique. Cela va bien au-delà de l'imaginable. » Victoire hocha la tête, pressante. « Prends l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol. Je leur dirai que je t'ai vu sur le toit. » Elle retira ses talons. « Vas-y. Maintenant. » Jacques courait. Dossier sous un bras, téléphone sous l'autre. La ligne était tracée. Richard Renard avait bâti un empire sur le contrôle, le secret et la manipulation. Mais à présent, les fissures apparaissaient et une alliance improbable se formait, un garagiste, un enfant traumatisé, une héritière réticente et le fils qui lui avait enfin ouvert les yeux. La seule question, survivrait-il assez longtemps pour le démasquer? Des applaudissements emplirent la salle de bal lorsque Richard Renard monta sur scène, sa présence imposante attirant tous les regards. Dans la foule, Jacques se déplaçait discrètement, son regard scrutant avec urgence jusqu'à ce qu'il se pose sur Victoire, près de l'entrée de service. Son expression était tendue. Richard se pencha vers Jacques et murmura « Il a menacé Émilie ». Sans un mot, Victoire glissa une petite clé USB dans la main de Jacques. « On n'a plus rien à perdre maintenant, dit-elle. J'ai tout téléchargé, ses emails, ses échanges avec les médecins au sujet des tests génétiques, les rapports de surveillance d'Émilie. Tout est là. » La voix de Richard résonna dans les haut-parleurs, remplissant la pièce. « Je suis fier d'annoncer la place du Soleil », a-t-il déclaré. Un projet novateur qui revitalisera ce quartier historique. Jacques parcourut la salle du regard jusqu'à ce qu'il aperçoive le docteur Hiver assis à sa table. Ils échangèrent un bref hochement de tête tendu. Pendant ce temps, Mathieu, vêtu d'un uniforme de traiteur, se tenait près des commandes audiovisuelles. Tout était prêt. Richard a poursuivi, et maintenant, j'aimerais inviter mon fils, Jacques Renard, à se joindre à moi pour annoncer un nouveau chapitre passionnant pour notre famille et notre entreprise. Un projecteur balaya la salle et se posa sur Jacques. Tandis qu'il avançait vers la scène, le temps sembla ralentir. Chaque pas était chargé d'années de manipulation, de trahison et de secrets. La vérité que Richard cachait encore était incomparable à celle qu'ils avaient déjà découverte. Jacques prit le micro, la voix ferme malgré la tempête en lui. Avant de parler de la place du Soleil, j'aimerais parler de l'histoire de cette propriété. Une lueur d'inconfort passa sur le sourire de Richard. Jacques poursuivit. Il y a 15 ans, il y avait un orphelinat ici, la maison d'enfants Place du Soleil. Il a été fermé brutalement. Les enfants se sont dispersés. Tous les dossiers ont été quasiment effacés. La foule murmurait, confuse. Derrière eux, l'un des écrans vidéo clignotait tandis que Mathieu téléchargeait les fichiers accablants. J'ai récemment découvert pourquoi, a déclaré Jacques.
cet orphelinat faisait partie d'une opération menée depuis des décennies pour manipuler la vie des enfants à des fins lucratives, pour le contrôle, pour des expériences innommables. Richard s'avança d'une voix tonitruante. Mon fils est visiblement malade. J'ai des preuves, interrompit Jacques. Il désigna les écrans qui affichaient maintenant les documents numérisés du coffre-fort privé de Richard. Ces dossiers révèlent que Richard Renard a séparé des jumelles à la naissance, déclarant l'une morte tout en surveillant secrètement l'autre. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Les journalistes griffonnaient furieusement. Une agitation éclata au fond de la salle. Olivia Reyna entra avec Emily, toutes deux portant des bagues en rubis identiques. J'aimerais vous présenter Emily Collins, dit Jacques. C'est Liliane Renard, fille d'Olivia et de Richard. Et c'est ma sœur. Richard se précipita vers le micro. Sécurité, coupez la vidéo. Trop tard, Richard, cria une voix. C'était Sarah Collins, debout aux côtés de Mathieu. Sa voix était pleine de défis. Je ne suis pas mort dans cet accident de voiture. Vos hommes ont échoué. La salle fut plongée dans le chaos. Les caméras cliquèrent. La sécurité hésita, incertaine de suivre les ordres de Richard. J'ai sauvé Liliane quand j'ai appris tes plans, dit Sarah d'une voix assurée. Tu la voulais comme renfort, au cas où Jacques te décevrait. Tu comptais l'utiliser pour tes expériences génétiques. Olivia s'avança, la voix tremblante. C'est vrai. Richard m'a dit que notre deuxième fille était morte à la naissance. Mais il l'a gardée. Je n'ai appris la vérité que plus tard. Le visage de Richard se tordit de rage. Tu crois avoir gagné, aboya-t-il à Jacques. Tu as tout détruit, même toi-même. Tu t'es déjà demandé pourquoi je t'ai choisi comme adoptant. Il ricana, les yeux brûlants de malice. Regarde-toi. Regarde ta mère. La ressemblance n'est pas une coïncidence. Olivia n'était pas seulement ma femme. C'était ta tante biologique. Ta vraie mère, sa sœur Margaret. La pièce devint silencieuse. Tu es un renard de sang, dit Richard froidement. Un autre élément de ma création. Jacques chancela, le poids de la révélation le submergeant presque. Tu veux dire que, je le suis, demanda-t-il. Un sacré renard, confirma Richard avec un sourire tordu. Margaret est morte en couche. Tu étais parfait, de la famille par le sang, et pourtant élevé sous mon contrôle. Olivia, les yeux humides de larmes, s'avança vers Jacques. Je l'ignorais depuis des années. Quand je l'ai découvert, Richard a menacé de t'emmener si jamais je disais un mot. Le docteur Hiver s'est avancé dans la foule. Je peux le confirmer. Renard Développement n'a pas simplement acquis des orphelins, il les a créés. La mort de Margaret n'était pas un accident. Un journaliste a crié, vous accusez Richard Renard de meurtre? Avant que Richard ne puisse répondre, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Des agents du FBI entrèrent, menés par une femme au visage sévère qui s'approcha de la scène. Richard Renard, annonça TL. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, falsification de documents, corruption d'agents publics et complot. Le visage de Richard perdit toute couleur. Deux agents l'entourèrent. Vous n'avez rien, rétorqua-t-il. Aucune preuve qui tienne la route devant un tribunal. Victoire s'avança, l'élégance de sa robe contrastant avec l'acier de ses yeux. Ils ont tout. Pendant que tu étais obsédé par Jacques, je travaillais avec le FBI. On a les comptes offshore, les pots de vin, les faux certificats de décès. Même celui des Marnards. Émilie s'écria, ma sœur jumelle. L'expression de Victoire s'adoucit. Elle n'est pas morte. Elle a été adoptée par la famille Huntington. Je ne l'ai appris que lorsque mon père a avoué sur son lit de mort. La foule haleta à nouveau. Des flashs explosèrent autour de Richard tandis que la prise de conscience s'imposait. Toi. Balbutia-t-il. Oui, dit Victoire. Ta fille. Celle que tu pensais pouvoir contrôler grâce à mes fiançailles avec Jacques. Les journalistes ont envahi la scène. Richard Renard a été emmené menotté tandis que la salle de bal était plongée dans le chaos. Dehors, les camionnettes des journaux télévisés bordaient la rue. Au matin, les gros titres annonçaient la chute de l'Empire Fox.